Voilà, bah, écoutez, maintenant on va peut-être commencer. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui arriveront peut-être au fur et à mesure, mais on va déjà débuter cet événement puisqu'il est 12h05. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre participation à cet événement qui lance le Club Innovation SK Alumni. En termes de déroulement, on a prévu un format à peu près d'1 heure avec 5 minutes là d'introduction, de présentation du club et des intervenants, donc assez rapide, puis la conférence menée par Thierry Ménissier. Et puis une période de questions-réponses. Donc cette période de questions-réponses, vous pourrez directement poser à l'oral vos questions, si vous en avez. Et puis, si certains préfèrent, vous pouvez aussi poser des questions par écrit sur le chat tout au long de la conférence. Et à ce moment-là, moi, je poserai les questions à Thierry Ménissier. Et puis, nous conclurons pendant 5 minutes simplement sur le calendrier, les souhaits de chacun par rapport aux futurs événements du club. Donc, pour présenter rapidement le club, l'objectif, c'est vraiment de créer et d'animer une communauté qui soit constituée donc, de diplômés de l'ESCA, mais aussi d'experts sur l'innovation et plus largement de professionnels divers qui sont intéressés par le sujet. Il s'agit vraiment de créer une communauté qui soit à la fois conviviale, dynamique, ouverte et qui soit vraiment un lieu propice aux échanges, à l'apprentissage, afin de favoriser vraiment la réflexion et les synergies qui sont source d'innovation. Je lance donc ce club avec l'ESCA Alumni, que je remercie, avec Grégory, qui m'a aidé à organiser. Merci beaucoup à toi. Je vais très rapidement me présenter. Moi, je suis diplômée de l'ESCA en 2006. J'ai pu évoluer dans des domaines innovants pendant toute ma carrière et aujourd'hui, je suis directrice générale de Sinovora, qui a fondé le projet Oasis Santé. Ce projet propose d'expérimenter une organisation innovante de santé adaptée aux déserts médicaux. Et puis donc maintenant, je vais vous présenter Thierry Ménissier. Déjà, merci beaucoup Thierry d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir pour animer cette conférence. Thierry Ménissier, vous êtes docteur en sciences sociales et politiques, professeur et chercheur en philosophie, dirigeant du master management de l'innovation et de la chaire éthique et intelligence artificielle à l'Université de Grenoble. Et vous êtes auteur de nombreux essais et ouvrages, dont un des derniers, je ne sais pas si on voit bien, voilà, Innovation, une enquête philosophique, un livre passionnant et étonnamment facile à lire pour de la philosophie. Donc, je me suis plongée dedans et vraiment, je le conseille et le recommande à tous. Et cette première conférence, donc, voilà, je voulais vraiment que ça s'inscrive, que ce soit une piste de réflexion, une prise de recul, l'occasion d'analyser ce qu'est l'innovation et de faire le parallèle avec nos pratiques professionnelles. Donc, du coup, je vais lancer la conférence et demander à Thierry Ménissier quelles sont les définitions de l'innovation pour vous. Merci beaucoup Isabelle pour ce lancement et d'abord pour cette invitation. Et merci donc aux alumni de l'ESCA. Hein. C'est intéressant comme rencontre. Hein. Alors, vous m'avez sollicité parce qu'en effet, vous aviez vu que j'avais des publications, des interventions ici et là sur la question de l'innovation. Et avant de les définir, si vous voulez bien, j'aimerais revenir sur ce parcours qui a été le mien, parce que ce n'était pas tellement prévisible en fait qu'un philosophe formé à la pensée politique s'intéresse à ces questions et travaille dans le sens que je vais indiquer en répondant à votre question. En fait, moi, après un cursus assez classique en philosophie, hein, qui passe par l'agrégation, j'ai obliqué vers l'école des hautes études en sciences sociales et non pas vers la Sorbonne, où j'avais passé l'agrégation et fait ce qui s'appelait à l'époque maîtrise et DEA. En fait, et à l'EHESS, j'ai trouvé un goût, enfin, j'ai pu renforcer mon goût pour, disons, l'approche pluridisciplinaire. C'est un point qui, dans un club innovation, mérite d'être souligné. Alors, je suis à la fois un spécialiste, disons, patenté, hein, avec tous les saints sacrements de la philosophie, comme on dit chez nous, hein, l'agrégation, le doctorat, l'habilitation à diriger des recherches. Bon, voilà, donc il faut bien ça pour être professeur. Mais d'un autre côté, en fait, très tôt, j'ai en quelque sorte, tout en donnant le change de ce côté-là, en assurant ce que j'avais à faire, hein, j'ai fait une thèse tout en étant professeur de lycée, en classe terminale, et ensuite professeur en classe préparatoire. Donc, cette thèse, elle se passait donc à l'EHESS, et particulièrement au centre Raymond Aron,
sous la direction de quelqu'un d'étonnant qui s'appelle Pierre Manant, et qui est quelqu'un qui a lui-même plusieurs cordes à son arc, parce qu'il est aussi bien philosophe que théologien. Moi, je suis plutôt tourné vers d'autres savoirs, à savoir la philosophie politique, mais aussi la science politique, l'histoire et l'anthropologie. Alors, en fait, tout ça pour vous dire que oui, ça a donné un cheminement qui a été fortement inspiré par un auteur de référence, comme c'est souvent le cas dans nos carrières. Alors, j'affiche un peu de quelques images de temps en temps dans ce parcours, comme on en a convenu, en fait. Il faut que je sois sur un seul écran. Attendez, vous êtes en plein écran? Vous voyez mon écran là ou c'est noir? Voilà. Alors, attendez, je vais arrêter et recommencer. Parce que quand ça fait tout sauter. Alors, plein écran, ça devrait mieux fonctionner là, sur un seule image. Voilà. Vous voyez, donc, je suis en fait un spécialiste de Nicolas Machiavel, auteur sur lequel j'ai écrit cinq ouvrages. En voici deux, là, le premier et l'avant-dernier. L'avant-dernier, la Machiavel ou la politique de Centaure, il fait plus de 500 pages quand même. Vous voyez, donc j'ai aggravé mon cas par des publications nombreuses et variées. J'ai traduit Machiavel, j'ai traduit Le Prince en particulier, une petite traduction qui a été faite il y a maintenant 15 ans, mais qui est extrêmement vendue, comme quoi elle n'était pas si mauvaise. Et puis, progressivement, je me suis intéressé à ce à quoi s'était intéressé Machiavel, c'est-à-dire la péremption des manières politiques de vivre. Lui, on le sait rarement, était un auteur tourné vers l'action, bien entendu, mais en fonction de présupposés qu'on appelle républicains ou républicanistes, hein, en suivant l'anglais. Ce républicanisme machiavélien, c'est celui des organisations complexes avec des leaderships problématiques toujours, hein, c'est-à-dire qui doit avoir le pouvoir. Machiavel a théorisé vraiment, on le sait quand on lit Le Prince, c'est une toute petite partie de son œuvre, vraiment les questions du leadership de manière extrêmement subtile. Et alors, je me suis intéressé ensuite, vous voyez, en sciences politiques, à ces organisations complexes qu'on appelle les républiques, à travers l'histoire, avec deux livres, hein, La liberté des contemporains et Philosophie de la corruption. Dans tous les cas, c'était assez proche d'une réflexion sur finalement la manière dont l'organisation publique complexe qui s'appelle la République et qui est le modèle des organisations modernes, en fait, pouvait avoir des difficultés à se transformer. Alors, c'est sur ces entrefaits que le parcours est assez complexe, mais finalement se résume à quelque chose de très simple. Sur ces entrefaits, je deviens vice-président d'université, chargé de la valorisation pour les sciences humaines et sociales, et mon président, qui était un spécialiste de sciences de gestion, particulièrement de logistique, me dit, mais tu vois, Thierry, si j'ai bien compris, tout ce que tu as fait sur Machiavel, je commençais à avoir une petite notoriété, c'était il y a une quinzaine d'années, en fait, en réalité, de mon point de vue, ça s'appelle la réflexion sur l'innovation. Je lui ai dit, mais ah bon, mais je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Et en fait, il m'a dit, bah, écoute, justement, on va lancer un master, est-ce que tu voudrais t'y intéresser? Mon master dans lequel, finalement, au bout de quelques années, ça ne vous étonnera pas de la part d'un spécialiste de Machiavel, bah, j'ai pris le pouvoir, quoi. Et non, je plaisante. Dans un collectif pluridisciplinaire, il y a eu vraiment un leadership tournant. Les collègues spécialistes de sciences de gestion, qui étaient trois, qui sont toujours trois, ont progressivement laissé la place aux sociologues et aux philosophes politiques. Et ça donne un collectif qui fonctionne toujours, qui marche très bien, que j'ai la chance d'encadrer en ce moment. Alors, vous voyez, au total, ça a donné une réflexion approfondie par le biais de l'enseignement supérieur et aussi de la recherche, parce que je ne peux pas m'empêcher d'approfondir les sujets, sur cette question de l'innovation. Puisqu'on m'a dit que j'en faisais, que j'avais travaillé dessus, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Et moi, j'ai pris les choses sous un angle particulier, en fonction de mon amour personnel et peu explicite jusqu'alors, pour les technologies. En fait, pourquoi j'avais choisi un auteur de la Renaissance? Pourquoi chaque jour, je dialoguais avec Nicolas Machiavel? Parce qu'en fait, c'est un auteur de la Renaissance. Comme Léonard de Vinci, comme tant d'autres, hein, comme les grands peintres, hein, par exemple Botticelli, etc., comme les grands architectes. Hein, Machiavel, bon, pour sa part, il se dit ingénieur dans les choses de l'État. Il dit qu'il il est spécialiste de l'arte dello Stato. Hein, donc, l'arte dello Stato, vous voyez, l'ingénierie de l'État. Et arte au sens vraiment ancien du terme, hein, pas les beaux-arts, mais les arts majeurs, etc. Et donc, je me suis vraiment intéressé, inspiré par mon auteur de la Renaissance,
à ce qu'avait été la Renaissance et est-ce que nous vivions aujourd'hui une nouvelle Renaissance. Alors, ça donne, vous voyez, une réflexion très approfondie sur une dizaine d'années, avec mon background de philosophe, d'abord formé en épistémologie, hein, puis en philosophie politique, sur les institutions et la socialité des sociétés contemporaines. Hein. Donc, vous voyez, la liberté des contemporains, ça parlait déjà de ça. C'est un livre que j'écris entre 2008 et 2011. Et puis, je me suis tourné vraiment vers ce qui est apparu dans la littérature de recherche de l'Agence nationale de la recherche, à ce moment-là, sous le terme de société innovante. Hein, il y a eu ensuite une redite, société innovante, intégrante et adaptative. Hein, cet appel à projet très intéressant pour les sciences humaines et sociales, que je contribuais à animer dans ma communauté universitaire en tant que vice-président valorisation, ce qui est très proche de l'innovation. Donc finalement, on était invité à travailler avec les sciences pour l'ingénieur et les sciences technologies santé, quoi. Voilà. Hein, du coup, puis je demandais à chacun qu'est-ce que ça veut dire société innovante et personne ne savait. Alors, c'est incroyable. L'Agence nationale de la recherche lance un appel à projet où il y a un magnifique titre société innovante et personne n'arrive à le définir. Et je me suis dit, bah, je vais le définir. Je vais le définir. Non, Ça voulait dire en tout cas que l'innovation joue pour les sociétés un rôle moteur. Alors, du coup, comment le traduire? Bien, en revenant aux racines de la notion d'innovation, pour répondre par une première série de réponses à vos questions, Isabelle, en fait, l'innovation, c'est quelque chose qui, au sens général du terme, recouvre le rôle de la science et de la technique. En ce qui me concerne, la question était de savoir quel rôle dans la constitution de ces sociétés contemporaines. Alors, ça a donné en effet cet ouvrage-là, Innovation au pluriel, une enquête philosophique. Hein, les livres de philosophie qui sont pas trop scandaleux, enfin, je veux dire scandaleusement faciles, il faut quand même quelques années pour les écrire. Donc j'ai mis 7-8 ans à l'écrire, celui-là. Il fait, je regardais tout à l'heure, de 270 pages, mais c'est très dense. Mais j'ai voulu, comme vous avez la gentillesse de le souligner, donner à cela un côté, disons, goulayant, en soignant le style. Voilà, moi, mon saint patron, c'est Nicolas Machiavel, comme Tocqueville, comme Nietzsche. C'est un auteur qui a un style. Et c'est très important, le style, pour la pensée, il me semble. Alors, du coup, voilà, bon, bah, ça donne cet ouvrage qui a maintenant sa fortune critique propre, hein, avec un dialogue entre les communautés, la communauté des philosophes, qui ne s'intéressent pas à cette question. Voilà. Moi, on a dit de moi que j'étais un philosophe hybride. En effet, philo, histoire, sciences politiques. On a même dit l'autre jour dans une conférence où on me faisait un grand honneur de m'inviter à l'international que j'étais un philosophe impur. Vous apprécierez la causticité du commentaire. Alors, j'assume tout à fait, puisque Machiavel lui-même était réellement, même c'est pas du tout un philosophe, c'est un homme totalement impur qui s'intéresse à des questions triviales comme la question des technologies pour sa société, quoi. Voilà. Donc voilà, alors c'est un livre adressé, disons, au public de l'innovation. Et là, on arrive à quelque chose d'intéressant pour votre club, c'est que le caractère hybride, le caractère impur, tout à l'heure, j'ai souligné le caractère pluridisciplinaire, pour ajouter le caractère des communautés de pratique, est quelque chose de fondamental, et aussi étrange que ça paraisse, de fondateur pour l'innovation. Vous voyez, mon expérience est celle de quelqu'un, un philosophe qui a réfléchi au contact des gens que je devais former, de manière pluridisciplinaire et de manière de plus en plus appliquée. Hein, le master management de l'innovation que je dirige, en fait, est un master de conduite de projets innovants qui est hébergé à Grenoble IAE, qui embarque des sciences humaines et sociales, mais aussi, pour un bon tiers, des designers, notamment spécialistes de design thinking, qui est la méthode aujourd'hui de conduite de projet. Ça désigne plein de choses différentes, d'ailleurs. C'est plutôt une forme mentale qui dispose à l'action avec les savoirs dont on dispose, quels qu'ils soient finalement. Vous voyez donc, chemin faisant, je me suis rapproché, ou plutôt on m'a sollicité dans plusieurs communautés d'innovation, comme la communauté d'innovation Renault, pour laquelle j'ai fait office de philosophe d'astreinte, comme je me suis auto-défini, pendant 7 années, à animer cette communauté de manière extrêmement soutenue. Vous voyez, et j'ai pu observer vraiment que ces gens qui attendaient quelque chose sur le plan industriel de l'innovation ne craignaient pas de demander à un philosophe machiavélien, qui aime la technique, qui s'intéresse à l'histoire, de venir animer leur communauté par des ateliers de créativité qui donnaient aussi à réfléchir. Donc tout ça est intéressant. Le livre porte vraiment cela. Il est finalement difficile à entendre pour le simple point de vue de l'académisme philosophique, parce qu'il est lui-même finalement le fruit de la rencontre entre différents savoirs, différentes communautés, et des pratiques d'innovation très variées. Si on prend
l'innovation comme l'émergence de la nouveauté du point de vue technologique, évidemment, mais aussi du point de vue organisationnel et même du point de vue, je vais le dire tout à l'heure, social, au sens plus large du terme, donc en vue d'une transformation de la société via notamment les marchés. On dit toujours que l'invention mise en marché, c'est ça l'innovation. On peut dire l'invention mise en société de manière plus large, via des marchés, si l'on veut. Il me semble en effet que cette dimension capitaliste des sociétés libérales doit être soulignée, je vais le faire tout à l'heure. Alors, en fait, une fois que, vous voyez qu'on a évoqué ces perspectives, disons, personnelles ou, disons, autobiographiques, hein, mon ambition, c'est de revenir sur cette notion d'innovation en soulignant quand même que le terme est ambigu. C'est de cela dont je suis parti parce que c'est évident, c'est ce qui saute aux yeux. L'ambiguïté, elle concerne d'abord un terme fort ancien dans les langues européennes, puisqu'il apparaît au moment où ces langues se forgent. Par exemple, pour le français, quand le français cesse d'être ce qu'on appelle l'ancien français, qui n'est pas vraiment du français, pour devenir le véritable français, entre le 15e et le 16e siècle, eh ben, apparaît, à partir de la racine latine novo, hein, comme dans toutes les langues latines d'ailleurs, hein, européennes, apparaît donc cette notion d'innovation qui signifie simplement quelque chose de nouveau. Tout est donc susceptible d'être innovation à cet égard. Sauf que l'ambiguïté vient du fait que l'usage massif du terme, hein, est assez récent. Finalement, c'est à la fin du XXe siècle, dans les années 1980, et pour des raisons que j'ai documentées et qui m'apparaissent maintenant assez claires, que l'usage massif devient, vous voyez, enfin, il y a un usage massif. Et cet usage massif, il est lié à une reconfiguration de l'économie capitaliste. Il est lié à finalement l'espoir d'une croissance importante mise dans un processus de rationalisation dopé en quelque sorte par la technologie et par l'ensemble des process et des modes de pensée que celle-ci engendre. Alors, du coup, la notion d'innovation, je vais la qualifier dans une minute de manière beaucoup plus précise sur le plan de l'idéologie libérale ou capitaliste, hein, du point de vue des théories économiques. Mais je voudrais dire qu'une de mes idées de base, une de mes idées fortes, une hypothèse que j'essaie de valider, mais je crois qu'on peut vraiment la valider, enfin, j'espère vous en convaincre, c'est que l'innovation, le terme innovation, est devenu un synonyme lointain du mot progrès. Alors, c'est un synonyme du mot progrès, déjà, non pas lointain, mais évident, proche, parce que souvent on prend un mot pour l'autre. Et très souvent, les promoteurs de telle ou telle innovation, finalement, n'ont pas tellement de difficultés sur le plan du marketing et de ses déclinaisons publicitaires à faire passer l'innovation qu'ils promeuvent pour un progrès. Sauf qu'en même temps, à d'autres égards, la notion de progrès est fort lointaine de la notion pourtant synonymique d'innovation. En effet, sont compris dans la notion de progrès des caractères quand même assez puissants, comme l'idée d'une amélioration des commodités, des conditions de vie, et comme une ambition sociale et même morale pour l'humanité. Donc le modèle, le paradigme, comme on dit, du progrès est plus vaste que celui de l'innovation, qui pourtant prétend lui succéder. Alors moi, je fais l'hypothèse encore plus fine, vous voyez, une deuxième hypothèse en quelque sorte, ou un affinement de la première, en fait, qu'il faut admettre que l'éloignement, en tout cas si on regarde les choses précisément entre progrès et innovation, nous conduit à estimer que l'innovation est en réalité un concept post-progressiste. C'est un concept post-progressiste. C'est-à-dire, on peut dire les choses ainsi, l'innovation, c'est le progrès débarrassé de tout scrupule humaniste. Vous voyez, une formule choc. Et ne nous méprenons pas, moi je ne suis pas du tout opposé à la dynamique de l'innovation. Je dis simplement qu'en toute lucidité, il convient de reconnaître que l'innovation se moque pas mal d'un certain nombre d'attributs qui, dans le progrès, sont absolument fondateurs. Alors, ma troisième hypothèse, ou bien une hypothèse encore dérivée, c'est qu'il s'agit pour autant d'un paradigme, d'un modèle explicatif à part entière. C'est-à-dire qu'on peut parler d'innovation de manière générique comme étant le modèle de notre propre activité qui permet de penser
ce que j'appelle la condition éco-socio-technique. Expression, vous voyez, philosophique, presque concept. La condition éco-socio-technique, à mon avis, c'est ce que n'arrive pas à penser la philosophie aujourd'hui. Seuls quelques auteurs ont réussi à le faire, par exemple comme Bernard Stiegler, récemment disparu, avec qui je me suis entretenu de nombreuses fois, donc avant sa mort il y a maintenant 2 ans, en fait, pour discuter du point qu'il y avait chez lui, hérité lui-même, par exemple, du philosophe Gilbert Simondon, qui écrivait dans les années 60. Hein, ce que ces auteurs, et donc lui en particulier, arrivaient à penser, c'est le fait qu'il faut conjoindre les manières d'être économiques, les manières d'être sociales, la socialité, et l'agir technique, qui chez nous prend le nom de technologie. Ce que j'appelle le système ou le paradigme de l'innovation dans mon livre, donc permet de penser ensemble l'agir technique, l'appropriation privative et la consommation, notamment de technologies ou de services via des technologies, et la dynamique sociale plus générale. Hein. Donc j'essaie de mettre ensemble l'anthropologie des techniques, avec par exemple un auteur comme Leroy-Gourhan, la socialité entendue comme échange, avec le fondateur de l'anthropologie qui est Marcel Mauss, et puis une lecture donc de l'économie libérale qui emprunte au marxisme en pensant les rapports de force, bien que je ne sois pas marxiste. Vous voyez, donc, avec ce que j'appelle moi le système de l'innovation, c'est-à-dire rien moins que ce qu'est l'innovation quand on la regarde de manière systémique, j'essaie de mettre ensemble l'agir technique, l'appropriation consommation et la dynamique sociale. Alors en fait, ça, finalement, moi j'ai l'impression de ne rien faire d'autre que de retrouver ce que le père fondateur de la théorie économique de l'innovation faisait. Enfin, c'est rien d'autre que le travail contemporain d'un philosophe, hein, moi-même, par rapport à ce que disait le saint patron de la théorie économique de l'innovation. Alors, vous l'avez tous reconnu, hein, c'est cet homme-là, voilà, prophète de l'innovation, Joseph Alois Schumpeter. Hein, donc, Joseph Alois Schumpeter, donc l'économiste bien connu, type extraordinaire hein, quand même, hein, qui est un grand seigneur, un méchant homme, hein, une sorte de Don Juan, hein, comme celui de Molière, hein, qui disait, mon jeune, il disait, voilà, moi, mon ambition, c'est d'être le meilleur joueur d'échecs de Vienne, non, le meilleur amant de Vienne, le meilleur joueur d'échecs d'Autriche et le meilleur cavalier d'Europe. Et il disait, pour le cheval, je ne suis pas certain d'y arriver. Donc, vous voyez, type étonnant, hein, qui est bien connu des économistes et qui, comme vous le savez aussi, au moment où il écrit, fait figure d'un prophète qui clame dans le désert, comme on dit dans l'expression biblique, parce qu'en effet, l'époque où il écrit est dominée par la montée de puissances et d'idéologies étatistes qui sont absolument contraires à la doctrine libérale et au capitalisme dont il se fait, lui, le théoricien, et qu'il appelle de ses voeux. Hein, il appelle une société libérée, donc c'est un auteur, si vous voulez, libéral, hein, qui, comme chacun sait, pour la libre entreprise, la concurrence non faussée, etc. Et il voit monter les fascismes, nazisme compris, le communisme stalinien, voilà, et donc il dit, voilà, en fait, dans son grand livre de 1942-43, Capitalisme, socialisme et démocratie, il dit, ben voilà, donc on voit bien que tout est contre ce pauvre libéralisme, capitalisme, qui demande trop aux humains. Il serait trop difficile de tenter de se libérer et de s'émanciper. Or, précisément, comme vous le savez, cet élan vital, pourrait-on dire, pour s'émanciper et se libérer, c'est cela qui nourrit l'innovation. Au fond, ce qui nourrit l'innovation, c'est une pulsion de renouvellement qui est portée par l'entrepreneur. Schumpeter fait de l'entrepreneur une sorte de surhomme. Une sorte de surhomme capable d'imposer sa volonté au monde entier. Bien entendu, tout entrepreneur n'est pas innovateur. Mais parmi donc, les entrepreneurs, Schumpeter retient que l'innovateur est celui qui apporte à la dynamique productive vraiment sa capacité de se renouveler et de se ressourcer. Alors, il se trouve que moi, je fais l'hypothèse que cette prophétie de Schumpeter, eh bien, elle s'est réalisée. Elle s'est réalisée du fait que, en effet, les nouvelles technologies et l'ensemble
des formes mentales et des process très concrets qu'elle permettait, en effet, et donc est devenu ce qui transforme l'économie sans cesse. Et sont apparues ainsi de nouvelles façons d'entreprendre, de nouvelles organisations, de nouvelles constellations d'organisations. Donc vous avez reconnu hein, les GAFAM, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en tant que, disons, philosophe largement spécialiste de l'histoire des idées, je me suis intéressé à creuser cette question. J'ai fait tout un séminaire à un moment donné à Grenoble sur les origines de la pensée schumpeterienne. Et on trouve des choses totalement étranges qui qualifient en profondeur, c'est ma deuxième manière de vous répondre, Isabelle, cette notion d'innovation. Et cette deuxième série de réponses, cette qualification approfondie de la notion d'innovation, vous allez voir, nous convainc que l'innovation n'est pas le progrès. En effet, les auteurs qui ont inspiré Schumpeter, le prophète de l'innovation, eh bien, sont des auteurs anti-progressistes. Si on entend par là, des auteurs opposés à l'humanisme, qui nourrit lui-même le progressisme. Alors, en effet, si on focalise un peu sur les textes de Schumpeter, alors dès 1911, il évoquait dans une vision, vous voyez, sa théorie de l'évolution économique, avec cette phrase « Le nouveau ne sort pas de l'ancien, mais apparaît à côté de l'ancien et lui fait concurrence jusqu'à le ruiner ». À titre personnel, je trouve que cette formule est assez terrifiante. En effet, stricto sensu, il n'y a pas de génération spontanée dans le monde. Tout procède des efforts des humains qui précèdent ceux qui les suivent. Et voilà que Schumpeter nous dit que le nouveau ne sort pas de l'ancien, mais apparaît à côté de lui et lui fait concurrence jusqu'à le ruiner. On dirait, vous voyez, une tragédie shakespearienne ou quelque chose qui a à voir avec la malédiction des Atrides dans les tragédies grecques. Voilà. Vous voyez, donc le fils surgit à côté du père et va donc le destituer. Donc on dirait, vous voyez, Oedipe-Roi, quoi, finalement. Et alors, du coup, cette vision assez impressionnante a été amplifiée et en même temps masquée, comme une sorte d'arbre qui cache la forêt, parfois avec cette notion de destruction créatrice. La destruction créatrice schumpeterienne ne désigne pas simplement le fait qu'il y a un renouvellement sans cesse des produits et des services. Elle désigne une vision du monde, presque une métaphysique du temps, qui définit en profondeur le capitalisme, avec l'idée, vous voyez, que la mort est au cœur de la vie. C'est-à-dire que toute émergence comprend en elle-même, et finalement très rapidement, les conditions de possibilité de sa ruine et de son dépassement. Donc j'ai figuré ça, vous voyez, avec c'est moins une tête de mort qu'une de ces natures mortes qu'on appelle les vanités. Hein, une vanité qui montre bien que finalement, la condition humaine est tragique. Elle implique des efforts considérables, mais en permanence, elle est susceptible d'être voyez, contrebalancée par des forces extérieures ou des forces intérieures. Hein. L'innovation, c'est, de ce point de vue, l'acte de résistance du vivant face à la vie. L'innovation, c'est, sur le plan de la métaphysique du temps schumpeterienne, l'expression du désir de survie qui gît en chacune des organisations et en chacun des êtres humains. Malheureusement, fatalement, toujours rattrapé par les puissances d'annihilation hein, interne et externe. Je souligne interne et externe parce que je me suis rendu compte, en travaillant beaucoup, évidemment, en management de l'innovation, en management de projet, au plus près des équipes projets de mes étudiants, qu'il y avait à l'intérieur des organisations des forces mortifères, des forces de conservation qui faisaient qu'on ne va pas changer les process, et puis on va mourir soi-disant en bonne forme, parce qu'on a des bonnes petites habitudes, mais entre-temps, l'ensemble de l'environnement a changé. Et l'irresponsabilité d'un patron trop rassurant, si vous voulez, est de ne pas avoir assumé le caractère totalement angoissant de la vision schumpeterienne. Et donc, c'est intéressant de voir que le progrès et l'innovation peuvent être radicalement opposés du point de vue donc, de la doctrine du temps qui sous-tend les deux modèles et aussi du point de vue des manières d'être que cela induit. On a, à mon avis, deux types d'humains. Un type d'humain tourné vers la continuité, la réassurance, hein, l'épanouissement progressif de l'humain, c'est ça, les doctrines du progrès. Et on a d'autre part quelque chose de beaucoup moins stable, beaucoup plus inquiétant, qui tire profit aussi de l'instabilité, hein, mais qui en même temps ne peut pas rassurer fondamentalement sur ce qu'on peut appeler la suite des événements. Alors,
j'ai encore approfondi les choses parce que finalement, si on regarde les lectures de Schumpeter, on est frappé par deux fils conducteurs. Alors, vous voyez, si vous me permettez, le premier fil conducteur, c'est celui-là, c'est celui de la pensée libertaire, avec en particulier, vous voyez, les éléments dans l'œuvre de Michael Bakounine, vous voyez, la joie de la destruction est en même temps une joie créatrice. Donc, phrase très puissante, là encore, qui montre bien qu'il ne faut pas avoir peur du chaos. L'innovateur, c'est celui qui s'avance au milieu du chaos avec un sourire ravi et qui va en faire quelque chose. Alors après, il faut suffisamment de leadership pour emmener derrière lui sa propre communauté. Et c'est très, très difficile. Personne ne le nie ici, évidemment. D'autre part, l'autre fil directeur de la pensée de Schumpeter, c'est le grand Nietzsche, avec vous voyez, le thème de la volonté de puissance, la Wille zur Macht, tel que Nietzsche l'a formulé, par exemple, dans son livre L'Antéchrist. Hein, donc, le surhomme schumpeterien et le surhomme nietzschéen sont l'un et l'autre traversés par ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance, c'est-à-dire simplement un élan vital qui l'amène à créer des choses nouvelles qui reconfigurent la réalité. Voilà, donc vous voyez, cette manière de considérer l'innovation m'a conduit, si vous voulez, m'a amené à conceptualiser une notion que j'ai intitulée l'innovation sauvage. Voilà, l'innovation sauvage. Si l'on veut rendre compte de l'innovation à partir de Schumpeter, il faut assumer le fait que l'innovation n'est vraiment elle-même que lorsqu'elle est sauvage, comme un animal, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aisément domptable. Lorsqu'on veut innover, on rassemble des matériaux hautement combustibles qui, si on a la chance qu'ils s'enflamment, donnent un grand brasier difficile à maîtriser. Comme chacun sait, l'innovation a une puissance de perturbation qu'on appelle la disruption, hein, qu'il s'agisse des nouveautés technologiques qui perturbent complètement nos manières d'être, qu'il s'agisse des transformations organisationnelles ou qu'il s'agisse des idées créatives qu'on lance dans les organisations ou dans la société qui la perturbent profondément. Voilà. À cela s'ajoute quelque chose auquel je tiens beaucoup, là encore en spécialiste de Machiavel, c'est qu'il faut bien regarder sur un plan élargi, sur un plan stratégique et géopolitique, cette réalité de l'innovation. L'innovation s'entend aussi sur le plan de l'économie globalisée, sur le plan mondial, comme destruction et recomposition permanente, dans un double contexte, qui est celui de la compétition entre les États et de la concurrence entre les firmes. Et là, un spécialiste de Machiavel nourrit, vous voyez, à la lecture de Thucydide, par exemple, pour les anciens, l'histoire de la guerre du Péloponnèse, et de Raymond Aron pour les modernes, avec tout son travail sur l'ère nucléaire. Eh ben, un auteur comme moi, un penseur nourri par ces auteurs, allait trouver dans la notion d'innovation, entendue au plan stratégique et géopolitique, vraiment un canevas général pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Voilà. Donc, vous voyez, on est très très loin de l'idéologie du progrès. Alors, cela pose un problème. Cela dit, cela pose un problème. C'est que la notion d'innovation fait éclater celle qu'en philosophie, on entend par histoire. L'histoire, c'est la suite réglée de nos faits et gestes qui, nous donnant un passé, dote notre présent de consistance et permet à notre futur d'être, sinon orienté, du moins assez vectorisé, hein, assez facilement vectorisable. Avoir une histoire, c'est s'ancrer dans le passé, agir au présent en vue de futurs qui sont peut-être pas intégralement balisés, mais en tout cas, disons, on peut les maîtriser. Or, précisément, l'innovation introduit, du fait de ce que j'ai mis en avant, un hiatus, un gap, ce qu'Hannah Arendt appelait dans La crise de la culture, le gap between past and future. Et elle évoquait, elle ne parle pas d'innovation, mais elle évoquait cette crise du totalitarisme, qui est notamment technologique. Le totalitarisme, comme vous le savez, les grands régimes totalitaires étaient technophiles. Donc, eh bien, Hannah Arendt a vu se produire le moment où la technologie et l'organisation rationnelle prend le pouvoir sur le sens humain de l'histoire. Et elle appelle ça une situation critique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cela met paradoxalement en question ce qui constitue pourtant la base de l'innovation telle qu'on l'entend généralement au plan économique et social, c'est-à-dire l'industrie. Finalement, vous voyez que l'innovation naît en partie de l'industrie, du rêve du 19e siècle d'avoir une industrie sociale,
mais va en retour perturber profondément l'industrie. Et aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus, finalement, le type d'organisation qui souffre le plus de l'esprit d'innovation, ce sont les grands groupes, paradoxalement. Mais aussi les grandes structures, par exemple les collectivités, qui pourtant appellent de leur vœu la création de directions d'innovation. Donc la situation est extrêmement confuse. On voit dans l'innovation une source de progrès, mais finalement, les forces sauvages qui sont libérées par les pratiques innovantes mettent cela profondément en question, à commencer par, vous voyez, la nécessité d'un très haut rendement qui met en question les structures très fortes que sont les grands groupes et surtout les collectivités et l'État. Se produit aussi un phénomène qui est préoccupant, maintenant que ce paradigme d'innovation s'est vraiment installé au plan de nos sociétés, au plan mondial, c'est qu'il y a une crise de l'idée de progrès au sein des sociétés de haute technologie. Une crise de l'idée de progrès au sein des sociétés de haute technologie. En d'autres termes, si on change de plan, si on prend le plan de l'usager, les usagers que nous sommes sont amateurs, amoureux même des high-tech. Chacun s'entend à programmer ses terminaux, à commencer par son smartphone, sans pour autant avoir une idée un peu structurée de ce qui se passe et informée de ce qui se passe dans le smartphone, d'une part, et sans avoir souvent donc un peu de soucis éthiques relativement, par exemple, au coût social ou au coût environnemental de l'utilisation de telle ou telle application, de tel ou tel moteur de recherche, de l'achat de tel ou tel terminal, etc. Donc, il y a une crise de l'idée de progrès, puisque l'idée de progrès portait tout cela, au sein des sociétés de haute technologie, ce dont atteste notamment l'expérience usagée. Ce qui fait qu'un auteur, un bon auteur, comme le physicien, philosophe Étienne Klein, écrivait donc en 2008, dans un bon livre qui s'appelle « Galilée et les Indiens, allons-nous liquider la science ?» Il écrivait, je cite, « Nous prétendons ne plus croire au progrès, mais nous tenons encore à lui farouchement, même si ce n'est plus que de façon négative, c'est-à-dire en proportion de l'effroi que nous inspire l'idée qu'il puisse s'interrompre. » Donc, nous prétendons ne plus croire au progrès, okay, mais nous tenons encore à lui farouchement, avec une sorte de, là encore, vous voyez, de sauvagerie, même si ce n'est plus que de façon négative, ce qui est curieux, c'est-à-dire en proportion de l'effroi que nous inspire l'idée qu'il puisse s'interrompre. Nos sociétés ont un problème avec l'idée d'histoire, du fait que l'innovation a mis le progrès en crise. En fait, une société sans histoire est une société qui est face au vide. C'est une société qui est face au vide. C'est une société qui n'est plus assurée dans sa démarche, alors même qu'elle fonce en avant, si vous voulez. Donc moi, j'aurais tendance à dire, vous voyez, que le temps est hors de ses gonds, comme le disait Hamlet, comme Shakespeare le faisait dire à Hamlet, donc acte 1, scène 5, ce qui signifie que notre époque est victime d'une perturbation de son espace-temps. Cette époque, victime d'une perturbation de son espace-temps, vous voyez, subit ce que le philosophe sociologue allemand Hartmut Rosa appelle une accélération, dans son livre « Une critique sociale du temps », une accélération. D'où le fait que ce qu'il importe de faire, c'est sans doute de repenser un espace-temps pour nos sociétés, pour nos organisations, pour nos manières d'être et de vivre la consommation des innovations. Donc, retrouver un espace-temps qui est cohérent et robuste. Alors, moi, j'estime dans le livre qu'en fait, le paradoxe ultime, c'est qu'il y a dans les modes de l'innovation, entendus au sens large, non assignés à tel ou tel marché, de quoi trouver les éléments de cette cohérence. En fait, la créativité, par exemple, telle qu'elle est animée par des spécialistes de créativité, des consultants qui ont fait leur métier de cela, possède un tel pouvoir de reconfiguration de la réalité pour ceux qui y participent, que se produit finalement un travail sur des imaginaires dans les collectifs innovants, et tout particulièrement ceux qui concernent les collectifs innovants qui s'adressent à ce qu'on appelle l'innovation sociale. On entend par innovation sociale des manières de faire et de penser qui, voyez, ne concernent ni la dimension de la consommation, ni la dimension de l'organisation, ni celle de la production, en fait. Les collectifs d'innovation sociale réinventent la vie grâce au mode
de l'innovation, c'est-à-dire la créativité, le surgissement du nouveau par sérendipité, tout ce que j'essaie de documenter, tous ces modes d'être extrêmement originaux. Et cela permet de retrouver ce que le philosophe Cornelius Castoriadis appelait l'institution imaginaire de la société. Cette institution imaginaire, vous voyez, Castoriadis, le voilà, l'institution imaginaire de la société. Ah, j'ai fait sauter ma diapo. L'institution imaginaire de la société, c'est le titre de l'ouvrage, d'un grand ouvrage de Cornelius Castoriadis en 1975, qui montrait comment la coordination d'un logos, d'un discours sûr, d'un imaginaire et d'un teukein, d'un faire, d'un agir, hein, techniquement déterminé, permettait de donner, vous voyez, une identité à un collectif. Voilà. Et il disait, la société, civilisation grecque, hein, lui c'est un grec contemporain, la civilisation grecque avait ceci de fort qu'elle a inventé les temples et en même temps le discours sur les temples. Et donc je crois que nous en sommes arrivés au même point que c'est que la Renaissance dont parle Machiavel, que la Grèce des premiers temps dont parle Castoriadis, les éléments qui nourrissent l'innovation sont à la fois hérités d'une histoire libérale et capitaliste assez terrible, qui n'avait pas de projection très sérieuse dans le futur, qui était assez, notamment sur le plan industriel, oublieuse hein, de certaines limites. Mais grâce à finalement la diffusion des modes de l'innovation, ce qui fait qu'il faut entendre ce terme innovation au pluriel, nous disposons désormais de ressources assez considérables pour réinventer une existence que les philosophes appellent autonome, c'est-à-dire douée, grâce à la lucidité qu'on peut avoir, d'un sens qu'on se donne. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Thierry Ménissier, vraiment c'est passionnant comme présentation. Je pense que ça va nous faire longuement réfléchir encore après le temps de cette conférence. Donc là, nous arrivons aussi à un temps de questions-réponses. Donc j'invite les participants à activer leur micro s'ils le souhaitent pour pouvoir justement poser des questions sur cette thématique. Donc n'hésitez pas surtout. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? C'est ça d'être aussi complet après, c'est qu'on manque de questions ou on y réfléchit encore. Du coup, je vais peut-être me permettre d'en poser. Vous avez évoqué justement hein, le fait que le terme innovation, finalement, est bien différent du progrès, comme quoi il est très utilisé depuis les années 80. Mais c'est vrai que là, depuis quelques années, on voit qu'il est vraiment utilisé à très fort, enfin très fortement. Et est-il vraiment utilisé toujours à bon escient? Et pourquoi on a cet engouement pour ce terme innovation qui paraît exploser ces derniers temps? Bien à expliquer l'innovation. Et ce plaisir à agir dans le mouvement suffit à lui seul à qualifier le maintien de la notion d'innovation à des tels niveaux de satisfaction quoi, pour ceux qui l'utilisent. C'est-à-dire, c'est amusant comme finalement, c'est quand nos sociétés sont devenues clairement consuméristes que la notion d'innovation a été clairement acceptée. Et il est vrai que le renouvellement des produits et des services procure une satisfaction. Peut-être les contempteurs, comme vous le savez, de la consommation, hein, toute l'idéologie, la philosophie anti-consumériste nous montre assez que c'est sûrement une très grande faiblesse de la volonté. En même temps, il y a un vrai plaisir à changer de produits et de services régulièrement. On le voit bien, par exemple, pour les technologies anciennes que sont les automobiles, par exemple. Voilà. Il est bien clair que le renouvellement des gammes et aussi aujourd'hui le passage à la mobilité électrique se fait toujours sur cette même dynamique de l'innovation qui semble inusable. Elle semble inusable. Voilà. C'est-à-dire l'ensemble des slogans donc issus d'un très bon marketing qui conjoint à la fois la performance de l'innovation technologique, le caractère agréable de la jouissance du confort, etc. Donc voilà, je pense qu'on est dans une société habituée à jouir, une société hédoniste, et au sein d'une société hédoniste, l'industrie fait son travail pour se maintenir et maintenir l'emploi grâce à la notion d'innovation. C'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux
le caractère systémique et cohérent, vous voyez, de la notion d'innovation qui fait tenir ensemble des choses qui sont pourtant très hétérogènes. Voilà. Alors, c'est ma première réponse. Puis une autre réponse, c'est que on n'a pas grand-chose d'autre que l'innovation pour penser le sens positif de notre action. Un des autres sens de la notion d'innovation, c'est la notion de rationalisation. Innover, très souvent, ça veut dire rationaliser. Ce qui fait que c'est un certain piège pour ceux qui ne sont pas avertis. Parce que souvent, l'innovation ne va pas de pair avec des moyens accrus. Elle va au contraire de pair avec des moyens égaux dans les organisations ou même restreints. Donc, l'innovation est souvent, finalement, un mot qui est utilisé pour, finalement, recouvrir des logiques de rationalisation en vue de la compétitivité. Et là encore, c'est un mot suffisamment attractif pour qu'on le maintienne. Alors qu'on peut savoir que, en fait, on a envie de dire, vous voyez, Staline disait le Vatican, combien de divisions? Moi, j'ai envie de dire l'innovation, combien d'emplois en moins? Voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut faire l'hypothèse que l'innovation est sauvage, parce que de ce point de vue, du point de vue de ce que je viens disons, d'épingler, ça recouvre quelque chose d'assez féroce pour ce qui fait quand même les cadres hérités, certes, qu'il faut transformer, mais qui restent les cadres de la socialité humaine, à savoir l'emploi salarié. Et voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose de complexe, ce que j'essaie de montrer, dans mes interventions, et d'ambigu. Mais cette ambiguïté et cette complexité n'interdit pas l'usage massif du terme, et finalement à toutes les sauces. En effet, c'est ce on a l'impression de constater, et comme quoi on perd cette notion qui peut être destructive de l'innovation au profit d'un sens toujours attractif et positif qui est utilisé aujourd'hui par les responsables marketing et notamment les grands groupes. Bon, bah, c'est très intéressant cette partie-là. Et du coup, comment peut-on faire pour arriver à une innovation et favoriser une innovation qui soit responsable, qui soit durable et qui soit adoptée par les utilisateurs, mais dans un esprit de construction et d'aspect positif pour la société? Ouais, c'est évidemment une vaste perspective, hein. Vous voyez, j'ai mis de côté, pour faire simple, la dimension, disons, de la construction d'une éthique, la perspective d'une éthique de l'innovation. Alors, cette perspective est d'autant plus importante que, d'une part, nous savons bien que même les forces ancestrales du progrès, comme l'industrie, étaient porteuses en fait, d'un impensé assez inquiétant sur le plan environnemental et social. Hein. Social parce que l'industrie, en se transformant, raréfie l'emploi. Environnemental, évidemment, parce que l'industrie a toujours raisonné avec le modèle des ressources naturelles illimitées. Donc, d'une part. D'autre part, il y a dans l'innovation des modes d'être via ce que j'ai appelé la créativité et la possibilité d'une réinstitution imaginaire de la société, de quoi nourrir une attitude différente. Pour sauvage qu'elle est, dans les effets qu'elle produit, l'innovation n'en est pas moins passible d'être adressée à une vie souhaitable. C'est possible. Donc la question, pour résumer, d'une éthique de l'innovation, à entendre à plusieurs niveaux, plusieurs étages, finalement, est à l'ordre du jour. Alors, elle est à l'ordre du jour, mais cela ne peut se faire qu'en constatant les difficultés à changer. Moi, il me semble, par exemple, que sur le plan de la transformation des organisations, les enjeux qu'on voit apparaître, qui sont très sensibles au plan des ressources humaines, par exemple, et au plan de la stratégie générale, c'est un certain nombre, vous voyez, de résistances. Parce que ce qui se joue dans le management de l'innovation, ce sont des enjeux de pouvoir. Alors, je me suis beaucoup demandé si ce n'était pas ma formation, ma déformation machiavélienne qui me faisait voir les choses ainsi. Et je ne crois pas. Dans les organisations, l'innovation est toujours un enjeu de pouvoir. Alors qu'elle pourrait être une manière de réinventer la vie en transformant l'organigramme. Mais tout le monde ne le sait que trop. Tout le monde ne le sait que trop. C'est très dangereux. Donc, la puissance vous voyez, de réinvention est fatalement quelque chose d'alternatif. Encore faut-il, voyez, en matière de management, s'élargir l'esprit. Il existe du management libéré. Il existe des choses comme ça. Alors, qui sont choses qui sont très coûteuses sur le plan de l'énergie que les acteurs y mettent. Voilà. On a pris l'habitude aussi, c'est une des forces de résistance,
de se laisser aller à des organigrammes stricts. C'est vrai que c'est commode. Bon. D'autre part, les résistances se font sentir sur, disons, la transformation souhaitable et nécessaire au moment des transitions. C'est très difficile de faire changer, grâce à des innovations vertueuses, finalement, les consommateurs qui sont bien contents de renouveler sans cesse les produits et les services dont ils bénéficient avec une sorte d'impensé. Voilà. Donc, vous voyez, l'éthique de l'innovation n'a jamais vu le jour. Il y a de bonnes raisons à cela, que j'essaie d'expliquer dans le livre, mais il y a ici et là des foyers de réinvention, comme les civic tech ou les low tech, où le mot d'ordre, on n'est pas anti-technologique, pas du tout. Souvent, ce sont des ingénieurs développeurs qui portent ces concepts de civic tech et de low tech, deux choses très différentes, mais qui ont le point commun de dire, voilà, on va essayer d'utiliser de manière parcimonieuse et équilibrée les ressources qui sont à notre disposition, les ressources matérielles, en vue finalement d'une socialisation, d'une resocialisation, d'une transformation de la société par la démocratie. Donc, c'est pas, rien n'est véritablement impossible, mais les choses ne sont pas aisées. D'accord, merci beaucoup pour ces explications. Nous avons finalement 2 questions de la part de participants. Donc, à la fois, il y a Joël et Cyril. Je vous laisse prendre du coup la parole, si cela vous va. Allez, je commence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Ménissier, pour votre exposé. C'est vraiment très clair, très précis. Merci beaucoup. Du coup, on entend souvent parler d'innovation dans le milieu des startups et des petites entreprises. Et du coup, elles ont souvent des concepts très innovants, mais elles vont forcément chercher dans un avenir proche à se structurer et quelque part devenir rationnelles. Et moi, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu quels seraient les grands critères, les grandes lignes pour justement garder une cohérence entre rester dans l'innovation, rester dans la course, mais s'organiser, se structurer avec une dose de rationalisation au final. C'est bien sûr une question, merci, tout à fait cruciale. Alors, moi, pour ce que j'ai observé, après, bon, les idées philosophiques et politiques, c'est une chose, ce qu'on observe, c'en est une autre. Il me semble que le groupe que l'on considère est capital, parce qu'il est porteur de ressources en lui-même et d'une histoire particulière, qui fait qu'il va supporter un niveau de process plus ou moins rationnel. C'est bien clair que on ne manage pas, on ne ménage pas, pour parler français, disons un groupe de start-upers de la même manière qu'une PME. Et pourtant, l'un et l'autre ont des vertus. L'un, sa capacité à être très mobile, et l'autre, sa capacité à durer, notamment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le secret, me semble-t-il, c'est la capacité à créer des groupes projets de manière différenciée. Ces groupes projets, ils obéissent au sein de la structure à des rythmes qui sont convenus avec la hiérarchie et donc le board. C'est en fonction vous voyez, de la création de groupes de projets à chaque fois ad hoc et de leur temporalité à eux qu'on peut, j'ai l'impression, phaser des structures qui sont très aptes au changement, à la réinvention nécessaire étant donné la concurrence, et des structures plus rassurantes. Voilà. Et il y a une savante alchimie ou un assemblage comme pour les vins qui peut s'effectuer, si vous voulez, au sein des organisations. Alors, moi, dans la région de Grenoble, j'ai vu d'anciennes PME tournées vers des secteurs d'activité de high-tech, par exemple, des PME assez anciennes, je veux dire par là, être en capacité de créer ça. C'est pour ça que je l'évoque assez précisément, en capacité de faire ce que font de leur côté les grands groupes, mais en externalisant finalement les groupes projets sur le mode des startups ou des spin-offs. Là, à l'intérieur même d'une organisation, finalement, c'est une sorte de concert de temporalité variée. Voilà. Après, bon, tout dépend encore de l'histoire de la société, de l'esprit des fondateurs. Je crois que il y a souvent des fantômes dans le placard dans les organisations. Il faut les respecter. Il faut respecter ces fantômes. Voilà. Il faut être suffisamment animiste pour faire parler le grand ancêtre, même en son absence. Et apporter de la fraîcheur en permanence. Comme vous disiez, des projets, des petites choses qui apportent une petite fraîcheur, une petite soupape pour aller vers une autre petite innovation au final dans la structure existante. Oui, tout à fait. Je crois que
là, le travail des consultants possède certaines limites, c'est certain, mais permet aussi souvent d'avoir des angles de vue qui sont totalement invisibles aux gens qui sont engagés dans l'activité et qui s'y étouffent un peu, quoi. Voilà. Merci Donc beaucoup. là encore, on a l'idée, je termine, que vous avez l'idée d'une communauté agissante pour créer de l'innovation. Il ne faut surtout pas essayer de la concentrer dans le haut de l'organigramme. Mhm.